Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Je Ah, sais. merci Ahmed. Ahmed est là. Merci beaucoup. Je voulais en train de voir Alain aussi, il est là. Je pense qu'il y a, je n'ai pas encore vu Babacar, Laura, un peu les membres, disons, qui vont animer un peu la session. Euh, je pense que c'est bon. On est combien? On est quand même à 38, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas, Ahmed, on peut commencer dès maintenant? On peut Oui, lancer? oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, je pense que merci beaucoup en tout cas à tout le monde pour être présent donc à ce webinaire. Et donc, ce qu'on va faire donc assez rapidement, c'est vraiment, comme on dit, donner à César à ce qui appartient à César. Donc, il y a Ahmed Rachid qui est en fait notre pilote, hein. C'est vraiment le coordinateur de ce projet. Ben, et c'est lui qui commencera par ouvrir, en tout cas, c'est deux informations sur les mini-grids. Ahmed, merci en tout cas pour ta présence et pour tout ce que tu fais pour coordonner un peu ce projet. Merci beaucoup, professeur Kevé. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? D'accord, je vais donner tout de suite, Ahmed. Alors, je vais te nommer animateur, c'est ça? Ok, c'est bon, Ahmed, c'est bon. Tu as le. Très bien, d'accord. Très bien. Alors, très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez un transparent sur l'écran? Oui, on voit ton D'accord, écran. On voit ton d'accord. écran. Très bien. Donc, ce projet, c'est un work package numéro 16 dont le pilar 2 du programme LIPRE. Qui veut dire en fait qui est un programme d'innovation autour des énergies renouvelables entre l'Europe et l'Afrique. Donc moi-même, je suis professeur à l'Université de Picardie Jules Verne et j'ai disons la chance et le plaisir de coordonner ce projet qui s'appelle Léopard. Alors, Léopard, donc rassemble 7 partenaires, l'UPJV donc, que je représente, FR qui est un organisme franco-allemand mais basé en Allemagne entre EDF et l'Institut Karlsruhe, MEDE qui est donc un cluster dans les Hauts-de-France et qui s'occupe de tout ce qui est énergie, innovation et recherche-développement. ARES, une société béninoise qui s'est occupée essentiellement des installations pilotes et du suivi. CT2S, donc, qui nous fait l'honneur d'organiser cette session d'aujourd'hui, ce webinaire, et avec d'autres webinaires, donc c'est une série de webinaires. Sangay, c'est un centre de formation à l'agriculture durable qui a reçu en fait le premier pilote que je vais présenter rapidement. Et ensuite, on a l'université au Bénin, enfin, et spécialement l'école polytechnique donc à Cotonou. Alors, je vais être très très rapide. Léopard a produit via FR deux outils extrêmement importants, l'ENI et MemoGrid. L'un est pour euh, concevoir et dimensionner une installation multi-énergie et l'autre pour localiser spatialement des endroits n'importe où en Afrique, mais essentiellement au Bénin et au Sénégal, qui sont les pays partenaires en Afrique, localiser donc les endroits qui peuvent accueillir une installation de type conteneur solaire que nous avons développé dans ce projet-là. Donc ça, c'est une première installation, la première installation qui a été faite donc au centre Sangay, donc au Bénin. C'est une installation qui a 30 kilowatts de puissance avec un stockage énergétique. Donc vous voyez, c'est sûr, en partie un conteneur et une autre partie pour couvrir un local qui sert à la fois
donc pour des besoins de restauration. Donc voici la production qui découle de cette première installation, à 80%, presque 80% d'autoconsommation. Il y a de l'énergie stockée à peu près à 25%, j'arrondis. Et puis, donc, il y a une utilisation du surplus, enfin, injection du surplus, ou bien utilisation d'énergie par le grid quand il n'y a pas assez de solaire produit. Ici, nous avons la deuxième installation qui se situe à 250 km de la première. Donc c'est une installation qui a en gros les mêmes dimensions, sauf que ce n'est pas les mêmes finalités. Ici, on a essentiellement affaire à une entreprise qui gère du froid. Voilà, très rapidement, donc le projet introduit. Donc, comme je l'ai dit, il y a une série de webinaires donc le CT2S au Sénégal nous fait l'honneur de livrer auprès de vous. Donc, je laisse la parole au professeur Kébé. Oui, Merci beaucoup. ah, c'est bon. Merci beaucoup, Ahmed. Je vous Merci rends beaucoup, vos Ahmed. cartes. S'il vous plaît, Oui, ça fait s'il un câble vous plaît, précis. s'il vous plaît, il faut fermer les micros. C'est vrai, on a comparti du coup, Il faut nous connecter. en fait, vous S'il vous pouvez plaît. le faire. Fadel, vous pouvez le faire vous-même. Éteignez le micro de tout le monde. D'accord, ok. Je vais le faire. Merci. Ok. Alors, merci beaucoup, Ahmed. Bon, alors, en fait, je vais compléter ce qu'a dit Ahmed. Effectivement, c'est un projet qui travaille sur les mini-grids. C'est une contribution, effectivement, pour apporter, en tout cas, du côté recherche, des contributions à travers un peu ces deux pilotes qui sont au Bénin, et surtout aussi pas mal d'études, en tout cas, de réplicabilité, des études aussi, donc, comme on appelle ça, validation technico-économique. Mais dans ce cadre de ce projet aussi, il y avait un volet qui est un volet, en fait, renforcement de capacité. Alors, c'est pas seulement le CTDS, il y a le CTDS, mais il y a aussi EPAC, il y a un certain nombre donc, de partenaires. Alors, aujourd'hui, pour le webinaire, en tout cas, sur la formation, qui est le deuxième webinaire que nous faisons, en tout cas, dans le cadre de ce projet, parmi la série des 5 ans. Merci encore aussi à Laura, pour un peu toute cette communication autour, effectivement, de ces webinaires. Alors, cette fois-ci, c'est Alain, en fait, de EPAC, qui va présenter, en fait, ce deuxième webinaire. Et je le rappelle, effectivement, Alain travaille autour, effectivement, de l'équipe du professeur Fifantin, qui est effectivement la personne contact, le responsable de ce projet. Et donc, on a travaillé vraiment en collaboration tous pour pouvoir effectivement mettre en place ce webinaire. Je ne sais pas si Alain, je ne le vois pas. Alain, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Oui, alors je vais te nommer en fait animateur, comme ça tu pourras partager les slides. Excusez-moi une minute. Hop, je sais pas pourquoi. Alain comme animateur, attendez une minute, je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. Alain, tu peux partager tes slides? Non, je n'ai pas encore la main pour le faire. Je ne sais pas, je suis en train de vouloir le faire à travers le truc, mais je n'ai pas en fait la main. Je viens de le faire pour Rachid. Ahmed, est-ce que c'est pas toi qui as maintenant le... Tu peux pas partager parce que toi, je t'avais nommé animateur. Est-ce que c'est pas toi qui as le lead maintenant pour partager à Alain? Ahmed? Je viens de le faire. D'accord, oui, parce que je ne le voyais pas. Parce que c'est toi qui avais le leader. Ok. C'est bon, merci. Alors, donc, il y a en fait Alain qui va présenter cette formation numéro 2. On y a travaillé ensemble avec Babacar de Cité 2S, le professeur Fipaté, effectivement, qui a coaché. Et il y a Laura, et puis en tout cas toute l'équipe, parce que c'est son travail donc, de groupe. Alain, donc, effectivement, après la première formation qui était un peu sur la présentation de manière générale sur les mini-guides faites par Babacar, il va revenir effectivement sur les deux webinaires, en tout cas, ou les deux formations qui sont consacrées maintenant, en fait, à tout ce qui est du dimensionnement des mini-grids. Et donc, on l'a découpé en deux parties.
Et dans la première partie, Alain va plutôt effectivement nous parler de tout ce qui est évaluation des ressources, parce que pour dimensionner, il faut connaître les ressources, en tout cas des différentes formes d'énergie qu'on représente, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne. Et donc, ce sont sur ces deux-là, Alain va, disons, plus s'appesantir pour donner un certain nombre d'informations et de la stratégie. Un autre élément aussi qui est extrêmement important, c'est l'évaluation de la demande. Donc, il va revenir à travers certains cas d'études sur le Bénin, sur le Sénégal, pour vous illustrer effectivement comment, effectivement, si vous voulez mettre en place votre projet de mini-centrale pour un village, ben, quelle est effectivement la stratégie, quelles sont les informations, les différents types de données dont on a besoin effectivement pour pouvoir évaluer ces besoins. Et donc, le webinaire qui va venir sera plutôt maintenant après consacré à tout ce qui est stratégie de dimension manuelle et tout. Donc, allez, je pense que tu peux partager ton écran, tu peux te mettre en slide et puis le micro est à toi pour pouvoir effectivement présenter cette formation numéro 2 qui va en tout cas faire sur le dimensionnement des mini-grids. Merci, professeur Fadel. Est-ce que vous voyez mon écran? Si, on voit ton écran, mais il faut te mettre en qui. Il faut te mettre en diaporama. Oui, je suis en mode diaporama, vous ne voyez pas? Oui, c'est bon, allez-y, allez-y. Mais par contre, Ok, en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas le... Est-ce que vous tous, vous avez les slides en plein dans l'écran ou bien c'est... Je ne sais pas. Fadel, Oui. oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Bon, hein? D'accord. ok, Allez. d'accord. Merci encore une fois, professeur Fadel. Je suis Alain Tossa, enseignant-chercheur au niveau de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, qui est une école de l'université d'Abomey-Calavi et qui est partenaire du projet de OPA. Dans le cadre de ce projet, je suis dans l'équipe dirigée par le professeur Fipatin Xavier, qui est aussi présent. Et donc, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous quelques éléments sur, on va dire, les premières étapes à valider avant le dimensionnement à proprement parler d'un mini-réseau. Il s'agit notamment de l'évaluation des ressources énergétiques, l'évaluation des besoins énergétiques et l'optimisation de ce qu'on appelle les profils de charge. Ensuite, je vais introduire un cas d'étude qui concerne le projet Léopard sur le site du centre Songhai au Bénin. Alors, la première étape du dimensionnement d'un mini-réseau, il faut le rappeler, lors de la précédente formation, on a défini ce que c'est qu'un mini-réseau. C'est un système autonome, donc local, destiné à alimenter en électricité une communauté rurale, donc des bénéficiaires ciblés. Lorsque l'on veut dimensionner ce genre de système, la première étape, c'est l'évaluation de la ressource solaire ou toute ressource en énergie renouvelable que l'on souhaite utiliser. Alors, pour faire cette évaluation, la première chose, c'est de déterminer les coordonnées GPS du site sur lequel on veut faire l'installation. Donc, ça peut se faire avec un portable ou avec tout appareil indiqué pour avoir les coordonnées GPS du point ou d'un point du site sur lequel vous voulez faire l'installation. Donc, une fois que vous avez les coordonnées GPS, vous avez plusieurs plateformes disponibles et en accès gratuit pour télécharger des données météo. Nous avons cité 3 plateformes ici. Vous avez VGIS, Norme, donc PVGIS, Météonome, Global Solar Atlas. Et au niveau des diapositives, vous avez les liens qui permettent d'accéder à ces différentes plateformes. Sur cette plateforme-là, vous avez 2 possibilités. Vous avez la possibilité de télécharger des données météo, donc des données météo de manière simple. Il s'agit de l'irradiation journalière du site, pour lequel vous avez pris les coordonnées GPS, la température moyenne ambiante du site, ou des données horaires sur une année. Donc, comment varie l'irradiance sur une année type. Alors, ce que nous appelons une année type ou une année de type TMY, c'est
une moyenne de plusieurs années, d'accord, pour avoir une vue un peu plus complète de ce qui se passe du côté de la variation des données d'irradiance sur le site que vous avez retenu. Donc, je disais que vous avez la possibilité de télécharger ces données météo-là, ou vous pouvez aller un peu plus loin pour avoir une estimation du produit type solaire sur le site que vous avez retenu. Donc, au niveau des 3 plateformes que je vous ai présentées, vous avez des algorithmes qui sont embarqués qui permettent d'avoir une estimation de la production mensuelle d'un champ solaire sur le site. Une estimation grossière, mais ça permet d'avoir une idée. Donc, vous pouvez avoir aussi la production spécifique par kilowatt-crête de champs solaires installés. Donc, je vous présente ici 2 bases météo PPGIS. C'est un peu comme ça que se présente la plateforme lorsque vous cliquez sur le lien que vous avez ici. Et donc, comme je le disais, la première étape, eh bien, c'est de mettre les coordonnées GPS. Donc, vous pouvez mettre les coordonnées GPS ou écrire directement le nom de la localité. Donc, ça peut être Cotonou, ça peut être Dakar. Et automatiquement, vous avez la localité qui est identifiée et vous avez la possibilité sur la page qui est en même temps à côté donc, de celle qui vous a permis de mettre les coordonnées GPS. Vous avez une autre page qui vous permet de choisir déjà le type de données que vous voulez télécharger. Ça peut être la production d'un système connecté réseau, un champ solaire avec suiveur, donc le tracking. Ça peut être un système en site isolé, un système solaire en site isolé. Donc, vous voulez voir quel est le produit type solaire de ce type de système pour le site que vous avez choisi. Ou ça peut être tout simplement les données météo, que ce soit des données horaires ou des données journalières. Donc, une fois que vous avez sélectionné ça, vous avez la possibilité de télécharger les données, soit en type CV, CSV, ou que vous pouvez modifier après en Excel. Donc, c'est vraiment des sites qui sont très intuitifs et très faciles à utiliser. Alors, vous avez aussi la possibilité d'aller sur une deuxième plateforme qui est Global Atlas. Et le processus est globalement le même. Commencez par les coordonnées GPS, ensuite le type de données que vous voulez télécharger. Ici, nous vous présentons par exemple le produit type solaire spécifique d'un champ de type cristallin. Donc, vous avez pour le Bénin, par exemple, pour toute l'étendue du territoire, comment varie le produit type solaire en kilowattheure par kilowatt-crête. Donc, on peut voir bien que plus on tend vers les zones du nord, et ça, c'est connu de tous les spécialistes du solaire, plus le productible est élevé. Donc, le même constat se fait un peu avec le Sénégal à côté. Alors, donc, à partir de cette même plateforme-là, vous pouvez aller un peu plus loin pour télécharger des données horaires sur toute l'année. Vous pouvez le voir ici. Vous pouvez avoir les ordres de grandeur du productible sur toute l'année ou par mètre carré de champ solaire installé. Et ces plateformes-là vous donnent la possibilité de spécifier en entrée quelques éléments qui caractérisent votre système. Ça peut être le type d'installation. Est-ce que c'est une installation au sol ou bien c'est une installation en hauteur? Ça peut être l'azimut, donc l'orientation du champ solaire. Lorsque vous prenez par exemple 180 degrés, c'est que vous faites plein sud. Ça peut être l'inclinaison des panneaux solaires. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'angle d'inclinaison. Généralement, il est recommandé de se rapprocher le plus possible de la latitude. On va augmenter un peu plus pour l'auto-nettoyage. Donc, au Bénin, par exemple, on va jusqu'à 15 degrés. Ici, nous avons des latitudes beaucoup plus basses plutôt. Et donc, vous pouvez spécifier aussi la puissance de votre champ solaire. Alors, comme autre élément, nous avons ajouté ici une base de données qui permet de télécharger le potentiel éolien d'un site. Donc, si vous avez affaire, par exemple, à un système hybride PV et éolien, donc vous pouvez aller sur Global Wind Atlas qui vous permet
à partir pratiquement du même processus, d'avoir les données météo, vitesse du vent, la hausse des vents, la distribution de Webull. Ici, par exemple, sur le site, là, nous avons téléchargé la vitesse, la variation de la vitesse donc, des vents sur toute l'étendue du territoire béninois et puis sénégalais. Donc, on peut voir qu'au sud, on a des vents un peu forts et dans le nord également pour le cas du Bénin. Vous avez aussi, comme je le disais, la possibilité d'avoir la hausse des vents qui vous donne la direction des vents dominants sur le site que vous avez considéré. Donc, c'est des plateformes qui sont libres d'accès, donc c'est très intuitif. Lorsque vous avez besoin de données plus précises, vous pouvez aller auprès donc, de ces plateformes-là pour les acheter. Donc, si vous avez besoin des précisions un peu plus grandes. Mais généralement, avec les précisions que ces plateformes-là offrent, c'est largement suffisant pour les travaux que nous menons de façon générale. Alors, une fois que vous avez les données météo, que ce soit solaire ou éolien, vous allez maintenant chercher à apprécier les besoins énergétiques de la communauté pour laquelle vous voulez installer le mini-réseau. Et donc, ces besoins-là se traduisent à travers ce que nous appelons le profil de charge, qui n'est rien d'autre que la variation horaire. Donc, sur toute une journée, ça peut être le profil journalier de charge, sur toute une journée, la variation donc, des puissances appelées par les charges. Alors, vous voyez bien, vous êtes devant une communauté rurale isolée du réseau et qui n'a peut-être pas encore une historique en termes de consommation d'énergie électrique. Comment faire pour avoir ce profil de charge que j'ai défini tout à l'heure comme la variation des puissances sur toute une journée? Alors, donc, pour le faire, on va faire une enquête sur le terrain. Et cette enquête permettra donc d'apprécier pour les ménages, pour les infrastructures, leur capacité à consommer de l'énergie électrique, les besoins qu'ils ont et combien ils sont prêts à payer pour l'énergie électrique. Et donc, procéder à une segmentation des ménages et générer les profils de charge tant pour les ménages que pour les infrastructures. Alors, la phase d'enquête sur le terrain. Donc, on envoie généralement des enquêteurs qui vont se rapprocher des chefs donc, de ménage au niveau, si c'est un village, ils se rapprochent des chefs de ménage pour leur demander les pratiques qu'ils ont en termes de dépenses énergétiques. Ça peut être pour acheter des bougies, pour acheter des lampes à pétrole, euh, pour acheter du pétrole pour les lampes à pétrole, pardon, des piles ou des lampes torches, ou s'ils ont déjà l'habitude d'utiliser les groupes électrogènes, qu'est-ce qu'ils consomment en termes donc de carburant, de gasoil pour ces groupes-là. Alors, ce sont des informations très importantes qui permettent donc d'évaluer le niveau de revenu de ces ménages-là, combien ils seront prêts à payer à l'arrivée donc de l'électricité dans leur localité. Et donc, on va aussi leur demander qu'est-ce qu'ils sont prêts à ajouter à ce qu'ils utilisent déjà lorsque l'électricité va venir. Parce que naturellement, à l'arrivée de l'électricité, les besoins vont venir. Alors, ici, je vous présente un exemple de fiche de collecte. Et là, par exemple, vous voyez la question Q220 où on demande à combien estimez-vous vos dépenses par mois pour les sources d'énergie que vous utilisez. Donc, vous allez cocher lorsque vous êtes en phase de ménage où c'est moins de 2 000, où c'est entre 2 000 à 5 000, 5 000 à 10 000, ainsi de suite. Ils vont vous donner les détails sur cette plage ou sur cette dépense qu'ils vous ont annoncée. Si c'est entre 2 000 et 5 000, par exemple, quel est le détail? Peut-être ils utilisent, achètent du pétrole pour 3 000 francs, des bougies pour 1 000 francs, ainsi de suite. Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle une segmentation des ménages. Donc, vous allez regrouper tous les ménages
du village en généralement trois groupes. Donc, le groupe des ménages qui vont consommer beaucoup en termes énergétiques, vous avez les moyens et vous avez le groupe des moins nantis qui sont moins demandeurs en termes d'énergie. Et donc, tout ça dépend aussi de ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour s'éclairer en termes de bougies, en termes de lampes à pétrole, en termes de recharge de téléphone portable, ainsi de suite. Parce que le service que nous apportons au niveau de la communauté, c'est pour remplacer ces pratiques-là. Donc, il faut savoir combien ils ont déjà l'habitude de dépenser pour satisfaire ces pratiques-là. Donc, ça permet d'estimer leur capacité à payer le service lorsque ce service-là sera là. Et donc, pour la segmentation des ménages, il y a certains pays comme le Bénin, par exemple, qui euh, proposent donc un carnivore à travers le plan directeur de l'électrification hors réseau qui est adopté par l'ARE. Il y a un carnivore qui est plus ou moins suivi pour réalimentation. Donc, pour plusieurs autres pays aussi, c'est pareil. Donc, une fois que vous avez fait la segmentation, vous savez à peu près dans le village combien de ménages se retrouvent au niveau 1. Donc, dans le cas que je vous présente, là, on est à 70%. C'est généralement là où il y a plus de ménages. Vous savez aussi combien de ménages se retrouvent au niveau 2. Ici, nous sommes à 20% et au niveau 3 à 10%. Et donc, pour chaque niveau, vous allez plus ou moins définir les appareils qu'ils vont utiliser. Par exemple, ici, pour le niveau 1, ils auront besoin de radio, de lampes, de chargeurs de téléphone portable. Le niveau 2, le niveau 3, réfrigérateur, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez défini les appareils que ces différents niveaux seront appelés à utiliser, vous pouvez vous servir des références qui existent pour avoir des ordres de grandeur de puissance à affecter à chaque appareil. Attention à ce niveau, il faut faire très attention aux règles d'efficacité énergétique pour choisir les appareils les moins énergivores possibles, de manière à réduire le coût général du mini-réseau qui va être implanté qui va être implanté dans le village. Donc, vous avez ce tableau tiré donc d'un livre très apprécié par les spécialistes du solaire photovoltaïque et qui vous donne des ordres de grandeur pour les puissances des récepteurs et aussi bien les facteurs de puissance à utiliser. Ensuite, en fonction donc de l'expérience que vous avez ou du carnaval qui est imposé plus ou moins, si vous êtes dans un contexte où il y a un carnaval qui est imposé, il y a un bruit en fond là, je ne sais pas si c'est moi seul qui l'entend. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il vous plaît. Il faut qu'il ferme son micro. OK. Alors, donc, je disais que une fois que vous avez affecté aux équipements que vous avez retenus des puissances, il faudrait maintenant voir en termes donc, de l'expérience que vous-même, en tant que concepteur, vous avez, ou du carnaval qui est imposé dans le contexte où vous vous trouvez. Dans le cas du Bénin, par exemple, je disais que l'ARE propose un carnaval qui oriente ou qui impose plus ou moins certaines choses en la matière. Donc, ici, par exemple, je vous présente pour le cas d'une école primaire, comment on peut répartir les puissances sur la journée. Donc, en fonction donc, des récepteurs qui ont été retenus pour une étude, c'est un cas réel au Bénin, c'est un projet réel. Et donc, vous définissez pour chaque infrastructure du village et chaque type de ménage un profil de charge. Donc, à droite, là, vous avez un profil de charge qui présente la variation de puissance sur la journée. Alors, ici, je vous présente pour le cas d'un dispensaire. Donc, c'est la même procédure pour avoir ce profil de charge. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez plus ou moins le profil de charge de chaque type de ménage
le profil de charge de chaque type d'infrastructure que vous avez identifié au niveau du village, il faudrait maintenant que vous reteniez des hypothèses de croissance du besoin énergétique de la localité. C'est-à-dire, en moyenne, comment va croître la consommation des ménages, comment va croître la consommation des infrastructures et services, et quel est le taux même de croissance de la population, parce que la population va grandir, l'effectif va grandir. Donc, vous allez tenir compte de tous ces éléments-là pour définir ce qu'on appelle le besoin énergétique à l'horizon 5, donc après 5 ans, parce que vous n'allez pas faire votre installation et tout juste et qui va suivre, vous aurez besoin d'une extension. Donc, on va considérer le besoin énergétique de l'année T égale à 5 pour pouvoir faire le dimensionnement. Donc, ici, vous avez ce tableau qui présente pour l'horizon T égale à 5 pour le cas d'une étude réelle qui a concerné plusieurs villages. Hein. Vous avez le nombre de ménages, la segmentation qui a été faite au niveau des ménages, le recensement fait des infrastructures. Et donc, comme les profils de charge ont été définis pour chaque type d'infrastructure et pour chaque type de ménage, les effectifs étant connus, vous pouvez maintenant faire la somme de tous les profils de charge pour définir le profil de charge de chaque village. Donc, vous avez ici l'appel de puissance maximale et l'énergie journalière de chaque village impliqué dans le projet. Donc, une fois que le profil de charge, vous détenez un élément très important pour faire les dimensions. Alors, donc, si on fait à ce niveau déjà un petit résumé, nous avons vu comment on va télécharger les données météo sur un site quelconque et comment on peut évaluer les besoins énergétiques et générer le profil de charge d'une communauté, donc d'un village. Une fois que ces deux éléments-là, et pour le cas donc, du profil de charge, souvenez-vous, on s'est dit, on va sur un site qui n'a pas encore d'électricité. Il n'y a pas un historique en termes d'exploitation de l'énergie électrique. Mais si vous êtes devant une communauté ou un site qui utilise déjà de l'énergie électrique, soit avec un groupe électrogène ou avec le réseau, en ce moment, vous placez l'analyseur réseau que vous avez ici. Et cet analyseur réseau va vous permettre d'enregistrer pour chaque plage horaire de la journée. Ça, vous le faites en moyenne sur 2 semaines. Donc, ça va vous permettre d'analyser l'appel de puissance de l'installation que vous voulez alimenter ou des bénéficiaires que vous voulez alimenter avec votre mini. Donc, ça vous donne déjà le profil de charge de cette communauté-là que vous faites. Alors, ici, vous avez des profils de charge type. Parce que lorsque vous êtes en train de générer les profils de charge, il convient de savoir à peu près à quoi va ressembler le profil de charge en fonction de l'utilisation qui sera faite de l'énergie électrique. Si vous êtes par exemple en zone rurale, vous aurez des profils de charge plus ou moins qui vont ressembler à ceci. Parce que les gens, généralement, à 5 heures, iront au champ, ils vont rentrer autour de 17 heures. Donc, l'utilisation de l'énergie électrique est essentiellement nocturne. Si vous êtes dans une zone urbaine qui n'est pas très industrialisée, un profil de charge qui se présente un peu comme ceci. Parce que il n'y a pas assez d'appel de puissance dans la journée, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de moteurs, il n'y a pas beaucoup d'usines qui fonctionnent. Donc, vous avez les besoins qui sont toujours essentiellement nocturnes. Mais lorsque vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup d'usines, vous aurez un profil de charge qui ressemblera plus ou moins à ça. Vous avez la consommation qui est essentiellement diurne. Donc, pour les opérateurs GSM, bon, c'est 100%. Là, vous avez 100% Dieu. On vient de connaître ces différents profils de charge de manière à mener des analyses comparatives du profil de charge que vous générez à ce que ça devait être. Alors,
Une fois que le profil de charge est généré, je le disais tantôt, vous rentrez maintenant dans la phase de l'analyse et de l'optimisation du profil de charge. Donc, l'analyse, on vient de le voir à travers le profil de charge type. Pour ce qui concerne l'optimisation, il faut savoir que dans le solaire, vous avez plusieurs, on va dire, périodes, des périodes spécifiques dans la journée. Vous avez les périodes vraiment ensoleillées où euh, la ressource solaire est là, vous n'avez pas besoin de stockage, vous, euh, vous contraignez moins votre système et vous lui donnez une durée de vie beaucoup plus longue lorsque vous utilisez les équipements dans cette plage-là. C'est généralement la plage de 11 à 17 heures. C'est très important de le savoir parce que vous avez, par exemple, certaines localités, nous avons eu l'expérience au Togo notamment, où vous avez des plateformes multifonctionnelles qui, on leur a installé des systèmes solaires, mais parce qu'ils ne savaient pas, ils font fonctionner les moulins très tôt le matin ou tard le soir. Alors, la conséquence, c'est que ben, vous exploitez pratiquement à tout moment les batteries, vous manquez d'énergie, alors que le système peut vous donner beaucoup plus que ce que vous avez avec cette manière de fonctionner. Vous diminuez de façon drastique la durée de vie des batteries. Donc, on leur a recommandé d'avoir des mesures qui incitent les gens à amener le maïs, les céréales à moudre autour de 9 heures, 9h, 10 heures, et à faire fonctionner les moulins en pleine journée. Donc, ça, c'est déjà l'optimisation du profil de charge. Donc, ça permet de décaler le besoin dans la période où la ressource est disponible. Si vous réussissez ça, vous réduisez beaucoup l'investissement et vous prolongez la durée de vie des équipements. Il est important donc de le savoir. Ici, vous avez une courbe, plusieurs courbes qui illustrent un peu ce que j'avais dit tantôt. Vous avez en noir la courbe qui présente la ressource solaire. Donc, vous avez une ressource pratiquement inexistante avant 6h30. Ensuite, elle monte, elle atteint un pic autour de 13 heures, puis va descendre pour s'annuler autour de 18 heures. Alors, ce qui s'est passé, vous avez la courbe qui est en couleur grise qui présente le profil de charge obtenu à la première étape donc, des travaux. Donc, vous avez un pic autour de 4 h 5 heures, ensuite une consommation qui est faible et un pic autour de 21 heures. Et ces pics dont je viens de parler peuvent être des charges qui peuvent être différées. Ça peut être le pompage de l'eau, ça peut être des céréales à moudre, des moulins qui sont utilisés, mais on peut décaler ces charges-là. Alors, lorsqu'on fait le décalage, on obtient la courbe qui est en couleur grise, et en couleur marron plutôt, cette courbe-là. Et vous avez la même consommation énergétique pour les deux courbes. C'est la même consommation énergétique à la fin de la journée, mais la courbe qui est en couleur marron, eh bien, aura l'avantage de réduire beaucoup l'investissement et aussi de prolonger la durée de vie des batteries parce que les batteries seront moins sollicitées. Donc, il est important d'avoir ça en tête lorsqu'on est en train de générer un profil de charge. Alors, ici, comme je l'ai dit au début, nous introduisons le cas d'étude du projet Léopard sur le site donc, du centre Songhai, qui est situé à Porto-Novo. C'est un peu au sud-est du Bénin. Donc ici, vous avez sur le site plusieurs sources d'énergie. Il y a notamment deux groupes électrogènes, un de 250 kVA et un de 150 kVA. Et vous avez la SBE, Société béninoise d'électricité, qui a posé un transformateur, donc 250 kVA sur le site. Donc, ces trois sources permettent d'alimenter trois départs. Et le projet prend en compte le départ 3. Donc, il s'agissait pour nous d'évaluer le besoin énergétique
sur ce départ-là, le troisième départ, et donc, nous avons posé sur le site sur plusieurs semaines, nous avons posé sur plusieurs semaines un analyseur réseau, et donc, qui a permis donc, de mesurer différents profils de charge que nous avons moyennés sur cette période-là et qui nous donne un besoin énergétique d'environ 378 kWh par jour et un taux d'utilisation diurne de l'énergie qui est autour de 50%. Et donc, c'est avec ces éléments importants que le premier prototype donc, du projet a été dimensionné sur le centre Songhai. Et que vous voyez, donc vous voyez ici l'image du local. Donc, voilà, en résumé, les éléments importants qu'on a vous présentés au cours de cette première partie de la formation sur le dimensionnement des mini-réseaux. Donc, si on résume, nous avons vu ensemble comment on peut télécharger les données météo, comment on peut évaluer le profil de charge, tant au niveau d'une zone déjà électrifiée par le réseau ou une zone isolée du réseau électrique. Et enfin, comment optimiser le profil. Et enfin, comment optimiser le profil de charge une fois qu'il est généré. Donc, sur ces éléments, je vais redonner le micro au professeur Fadel et je reste donc disponible pour les questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Je voulais avant de peut-être faire un bref résumé, de demander à ceux qui ont leur micro ouvert de les fermer parce que, par exemple, il y a Marcelin, s'il vous plaît. Ahmed, tu as la possibilité, parce que je ne suis plus animateur, de fermer les micros. Oui. Donc, ça, c'est... Alors, merci beaucoup, en tout cas, Alain, pour cette présentation, effectivement, sur une introduction sur le dimensionnement des mini-grids, parce que comme c'est un gros morceau, on a effectivement décidé pédagogiquement de le découper en deux parties. Et dans cette première partie, qui est en fait la formation que je dirais numéro 1, donc la partie dimensionnement, qui introduit effectivement les deux éléments de base quand on fait le dimensionnement des mini-grids. Donc, Alain est revenu dans sa première partie donc, de l'exposé sur tout ce qui est en tout cas outils, base de données nécessaires pour évaluer la ressource solaire sur le site pour lequel en fait on veut faire le dimensionnement. Ben, je pense qu'il y a un panoplie effectivement d'éléments. Surtout ce qui est important pour vous, c'est que vous avez effectivement des bases de données et allez à indiquer comment il faut y aller. Et puis, il faut juste que vous connaissiez les coordonnées latitude, longitude pour accéder effectivement à ces ressources solaires. Et ce qui est un élément qui est extrêmement important parce que souvent, quand on vous dimensionne des mini-grids dans des endroits où on n'a pas de données, c'est un peu difficile. Alors, la deuxième partie aussi de l'exposé d'Alain est aussi un élément très, très fondamental dans le dimensionnement des mini-grids. C'est la demande. Comment nous pouvons évaluer les besoins d'un village pour être capable effectivement de pouvoir donner la quantité d'énergie que nous avons, donner la typologie effectivement des consommations aussi qui est important, mais surtout aussi donner des puissances pour lesquelles effectivement, quand vous dimensionnez votre mini-grid, que en tout cas le système disons doit pouvoir en tout cas répondre. Et donc dans cette deuxième partie aussi, Alain a donné deux cas. Le cas effectivement où on se situe dans un village où il y a déjà de l'énergie, donc on connaît effectivement le profil de charge, mais ce qui est un peu difficile, c'est dans des endroits où, comme l'électrification rurale, aujourd'hui on est en train de parler d'accès à l'énergie, où nous n'avons pas du tout de données, et ça c'est un peu cette difficulté qui est là parce que ça demande d'aller sur le terrain, de faire des enquêtes, parce que à la fin, il faudrait être capable, en tout cas dans un village, selon effectivement l'organisation qui est en train de qui se dessine et qui maintenant aujourd'hui est un acquis pour tout le monde, c'est de pouvoir en tout cas dire quels sont les différents types de ménages en fonction de leur catégorie, vous avez vu, le niveau 1, 2, 3, mais aussi quels sont les différents types de besoins communautaires dans les villages, l'électrification rurale, les bâtiments administratifs, tout ce qui est école, lieux de culte et autres, il va falloir effectivement les recenser et d'avoir, disons, les besoins en termes de puissance. Et enfin, l'activité génératrice de revenus, qui est un élément extrêmement important dans les retours sur investissement, sur effectivement les éléments économiques des mini-grids.
Donc, aller donc à vraiment donner des éléments par rapport à cela. Et on a jugé, en tout cas, déjà pour ces deux parties, de limiter ce premier webinaire à cela, parce qu'il y a pas mal de choses, effectivement, qu'il faudrait maîtriser avant, donc, le prochain webinaire, de parler du dimensionnement, disons, à proprement parler. Je pense que Laura, tu as un certain nombre de questionnements qui ont été posés au niveau de, disons, du chat. Peut-être que ben, tu peux prendre la parole pour effectivement poser ces questions. Et une fois maintenant que tu auras posé ces questions, on pourra effectivement après donc faire des séances de questions-réponses. Et puis en tout cas, c'est encore ouvert parce qu'on a encore, disons, du temps. On a une bonne trentaine de minutes devant nous pour pouvoir donc, discuter ensemble, échanger sur ce webinaire extrêmement important, à savoir les mini-grids. Voilà, Oui, Laura, oui, la Fadel. parole. Oui, merci. Alors, les premières questions remontent au début de ton exposé, Alain, et je pense que c'était sur la partie enquête, et je pense que Fadel, même dans son résumé, a réapporté des éléments de réponse. Mais la première question portait sur la segmentation des ménages et savoir comment se faisait cette segmentation. Oui, tu poses toutes les questions d'abord ou bien on répond au fur et à Oui, mesure. non, non, on va répondre à chaque fois, puis je repose une Ouais, après. il faut y aller un à un, allez, parce que sinon après ça risque. On a du temps, tu peux y aller un à un. D'accord. OK. Alors, pour la segmentation, comme je l'ai dit, il faut d'abord aller auprès des ménages et questionner les chefs ménages sur les pratiques qu'ils ont en termes d'éclairage, en termes d'utilisation de radio. Comment, qu'est-ce qu'ils utilisent pour éclairer? D'autres vont vous dire qu'ils utilisent des bougies, d'autres vont vous dire qu'ils utilisent des lampes à pétrole, des lampes torches, et vous allez évaluer ce qu'ils dépensent pour chacune de ces utilisations. Donc, vous faites le point. Ensuite, vous avez la segmentation qui revient à regrouper ces ménages en plusieurs classes. Et donc, je disais qu'il y a des canevas qui sont imposés au niveau de certaines localités, certains pays. Vous pouvez, par exemple, décider de ranger dans la classe la plus basse tous ceux qui dépensent moins de 3 000 ou moins de 4 000 francs. Donc, ça, c'est la première classe. Ensuite, ceux qui sont entre 4 000 et 7 100, le niveau 2. Et ceux qui sont entre, après 7 500, le niveau 3, c'est un exemple que nous avons utilisé pour l'étude du pondéré au Bénin. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez la segmentation des ménages. S'il n'y a pas une instruction particulière de votre euh, client ou du maître d'ouvrage qui vous impose une autre segmentation. Et lorsque vous avez fait cette segmentation, vous définissez les récepteurs qui conviennent justement à ce niveau de dépenses énergétiques. Donc, pour être autour de 3 500 francs le mois à payer, qu'est-ce qu'il faut en termes de récepteurs? Qu'est-ce que ces ménages-là peuvent utiliser? Donc, vous avez les équipements qui sont listés. Donc, par rapport encore à ce point, vous avez des recommandations qui sont faites au niveau de certains guides utilisés dans certains États. Par exemple, au Bénin, vous avez le plan directeur d'électrification au réseau qui font des recommandations pour la segmentation, la définition des équipements. Donc, après, vous passez au profil de charge, ainsi de suite. Voilà comment la segmentation des ménages se fait de façon ramassée. Merci, Alain. Alors, la deuxième question, donc, pour un système hybride de ressources renouvelables, comment procédez-vous à l'optimisation de ces ressources pour connaître réellement la part de chaque ressource à installer ou exploiter? Reprends la question, s'il te plaît. Je n'ai pas bien entendu. Pour optimiser les ressources, je pense que c'était pareil, hein, c'était plutôt vers le début. Comment tu connais la part de chaque ressource, donc je pense entre renouvelable, conventionnel, comment tu sais quelle part prend chaque type d'énergie dans l'optimisation de ce que tu OK. dois C'est-à-dire installer ou que exploiter.
OK. Donc, si je reformule pour essayer d'avoir compris, nous avons un système hybride qui utilise, par exemple, le solaire et un groupe électrogène. Et dans le dimensionnement, on demande comment attribuer des parts à chaque source d'énergie. C'est-à-dire que dire que le solaire va couvrir 20% du besoin énergétique et le groupe, par exemple, 80%. C'est bien? Alors, écoute, moi, j'ai pas plus Est-ce que sur la question, mais est-ce que si Monsieur Cabé éventuellement veut... Donc, je vais répondre à cette question avec la relation que j'ai faite. Et si, il y a d'autres questions qui en découlent, on verra. Alors, je dis ça dépend en fait de plusieurs paramètres. D'abord, qu'est-ce qu'on est prêt à investir? Est-ce que le client est prêt à mettre dedans en termes de ressources financières? Parce que plus vous allez vers le solaire, plus l'investissement initial sera élevé. Donc ça, c'est la première chose. Si le client est capable de faire l'investissement qu'il faut, il vaut mieux installer du tout solaire, par exemple, et avoir le groupe électrogène en secours. Maintenant, si nous faisons face à des problèmes, des difficultés au niveau de l'investissement initial, on peut aller vers une hybridation. Et en ce moment, on hybride de manière à réduire l'investissement initial, mais la conséquence aussi, c'est que vous avez un coût du kilowattheure qui est plus élevé parce que le solaire va avoir un investissement initial élevé, mais dans le long terme, vous avez l'OPEX qui est faible, qui fait que le coût du kilowattheure est relativement maîtrisé par un groupe électrogène. Donc, ça dépend de ces paramètres-là. Est-ce que nous avons le carburant à un abordable ou bien c'est élevé? Il faut faire ces simulations-là pour savoir quelle est la part qui présente l'optimum technico-économique. Voilà la réponse ramassée que je peux donner. C'est vrai si vous avez d'autres types de systèmes que vous voulez hybrider. Si vous avez des systèmes éoliens aussi à mettre dans le, en tout cas à hybrider, qu'est-ce que l'éolien coûte en termes d'investissement? Donc, vous avez besoin de le savoir et de faire plusieurs scénarios et déduire de ces scénarios-là l'optimum technico-économique. Mhm. Alain, peut-être si tu permets pour compléter, ce que tu dis, effectivement, c'est complètement cela, parce que c'est normalement, effectivement, de l'optimisation, du dimensionnement. Il y a des logiciels, en tout cas, qui sont faits rien que pour ça. Si vous regardez, par exemple, le logiciel qui s'appelle Homer, quand vous dimensionnez, effectivement, vous faites votre architecture en fonction, effectivement, des ressources solaires et des ressources, disons, fossiles, comme par exemple du pétrole, ou en tout cas n'importe quelle ressource fossile. Vous considérez, effectivement, votre structure de mini-grid et après, vous allez effectivement lui demander de faire ce qu'on appelle des configurations pour répondre à votre besoin qui la demande. Après, lui, dès qu'il fera, il va maintenant vous lui donner en fait des informations techniques, vous lui donner aussi des informations économiques, le prix du solaire, le prix de l'éolienne, le prix du diesel et autres. Et lui, il va utiliser derrière des méthodologies, des logiciels type, par exemple, algorithme génétique, et il va en fait construire, disons, des solutions, plusieurs solutions. Et en fonction des solutions que vous allez avoir, il va vous calculer des paramètres de décision, comme par exemple l'investissement qui est le CAPEX, le OPEX, le prix du kilowattheure, et ce qu'on appelle chez nous le leverage cost énergie. Et donc, c'est à partir de donc, tous ces paramètres, vous allez avoir plusieurs solutions. Et généralement, bon, peut-être, je ne sais pas si je dois peut-être y arriver jusque-là, on construit ce qu'on appelle des courbes de décision, comme par exemple la courbe de Pareto, sur lesquels vous allez avoir tous vos optimums qui sont dedans. Mais comme l'a bien dit Alain, si vous voulez aller vers des solutions renouvelables, ça coûte beaucoup plus cher. Si vous avez des solutions où vous utilisez le groupe électrogène, vous allez avoir des coûts, des coûts qui vont être moins importants du point de vue investissement, mais la partie, disons, en fait, OPEX va être beaucoup plus grande parce que vous êtes obligé d'aller chercher à acheter, disons, du diesel. Et du point de vue maintenant, impact sur l'environnement, vous allez impacter plus que le projet. Donc, il n'y a pas de solution. Après, si en fait vous dimensionnez, c'est le décideur qui va regarder, comme l'a dit Alain, quel est son investissement de base, qu'on appelle le ticket entrant. Ben, est-ce qu'il veut un projet propre, auquel cas il sait qu'il va investir au démarrage beaucoup. Et donc, voilà un peu des éléments de décision qui sont faits. Donc, c'est une solution qui va être, disons, décidée en fonction effectivement des paramètres
technico-économique, comme l'a dit Alain. Et il y a des logiciels qui sont dédiés pour ça. Merci à vous deux pour ces précisions. Donc la question suivante, avec quelle méthode procédez-vous à l'optimisation du raccordement des charges? Avec l'optimisation du raccordement des charges. Oui, je pense, parce qu'après, donc, il y a écrit du raccordement des charges, virgule, du poste. Donc je suppose qu'on parle de raccordement réseau et comment ce raccordement est optimisé. Je suis pas sûr de comprendre. S'il s'agit de la partie optimisation donc, du profil de charge, comme je l'ai dit, en fonction de la ressource disponible, qu'elle soit éolienne, solaire, on essaie de ramener le besoin énergétique le plus proche possible de la période où la ressource est disponible. Si vous êtes dans une zone, je dis n'importe quoi, où ils vendent plus en journée, où ils vendent plus de la nuit que dans la journée, et vous utilisez des éoliens, il vaut mieux que vos besoins énergétiques soient décalés vers la nuit pour réduire le besoin en stockage dans la mesure du possible. Maintenant, si ce n'est pas possible, c'est que vous avez déjà un profil de charge que vous ne pouvez pas optimiser. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que l'optimisation est possible, mais celui qui conçoit le système doit avoir ça en tête et savoir qu'il faut rapprocher le plus possible le besoin énergétique de la période où la ressource est disponible lorsqu'il s'agit donc des énergies renouvelables pour réduire le coût de l'investissement et prolonger aussi la durée de vie générale du système. Mhm. Si vous permettez que je peut-être complète une chose, si je comprends bien, en fait, il est en train de parler, disons, de profil de charge. Quand est-ce qu'il faut utiliser une charge? Effectivement, si on raisonne sur 24 heures, ben, il y a des charges en fait qui doivent fonctionner dans la journée quand on a le soleil et on dit qu'il y a une bonne corrélation positive entre la production et la consommation. Ce sont ces genres de cas-là qu'on veut. Maintenant, le problème qui se pose, allumer des lumières, on sait très bien que c'est le soir. Donc, ces charges ne sont pas déplaçables. Maintenant, je pense que pour pouvoir optimiser, il faut connaître le profil, il faut connaître la typologie de tes charges. Il y a des charges qu'on peut déplacer, il y a des charges qu'on ne peut pas déplacer. Donc, à partir du moment que vous avez, disons, l'ensemble de vos charges, il faut les implémenter. C'est ce qui ne peut pas changer, vous les mettez. Et c'est maintenant que vous avez une décision de pouvoir changer. Je donne un exemple. Repasser ou bien allumer la machine à laver ou bien faire un certain nombre de choses. Je peux décider quand est-ce que je peux le faire. D'accord? Donc, c'est à vous de regarder vos charges, vous les caractérisez pour voir ce qui peut bouger, ce qui ne peut pas bouger. Il y a des charges qui sont là toutes les 24 heures. Et une fois que vous avez cette typologie de charges, c'est là où on vous dit, si cette charge-là, elle est déplaçable, il faut le faire de telle sorte que vous corrélez le besoin avec effectivement la présence de l'énergie. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être obligé, par exemple, si vous n'utilisez pas le groupe électrogène, de charger des batteries et de pouvoir les utiliser. Et ça peut jouer maintenant sur non seulement le CAPEX, mais ça peut jouer aussi sur l'OPEX. Donc, c'est en fait, disons, le jeu de ces charges en regardant la typologie de ces charges. C'est juste ça, en fait, qu'il faut faire. Et après, vous allez optimiser. Ah ben, il y a même des recherches qui sont faites, hein, qui ont montré que l'optimisation de la charge permet de gagner beaucoup, beaucoup en argent. Et souvent, c'est l'éducation, disons, du client, l'éducation des utilisateurs qui permet effectivement de gagner ces gains. Voilà peut-être ce que je peux vous permettre, Alain, de rajouter à ce que tu as dit ou tu as bien répondu à la question. Vous permettez, s'il vous plaît? Oui, oui, si. Allez-y, Monsieur Cabé, si vous voulez préciser votre question. Ok, merci. En fait, c'est par rapport au raccordement. En fait, je voudrais dire, par exemple, il y a des charges qui peuvent être là, mais en tenant compte, bien sûr, du critère de stabilité de tension, il se peut qu'il y ait des charges qui soient plus proches du poste, mais qui ne soient pas raccordées. En fait, est-ce que vous avez un modèle qui permet, en quelque sorte, de minimiser, de tenir compte de tous ces critères pour pouvoir, dans un premier temps, minimiser la distance de raccordement et dans un second temps, pourquoi pas tenir compte de la capacité de poste? C'est un peu ça ma question. Oui, il y a des charges qui sont proches de la centrale et qui ne sont pas raccordées. Pour Oui, pour quelle raison particulièrement? Ces charges sont oubliées ou ne peuvent pas être raccordées? Vous pouvez donner pas plus qu'elles de sont détails, oubliées, s'il c'est vous ce plaît. que
il peut avoir, par exemple, il peut avoir une charge qui soit bien sûr peut-être proche du poste, qui ne soit pas raccordée du fait que peut-être cette charge euh, est beaucoup plus élevée vis-à-vis des autres charges qui sont vis-à-vis des autres charges qui sont là, mais dont elles sont raccordées. Mais ça, c'est juste un premier critère. Mais il peut y avoir aussi un second critère, comme je le disais, du fait qu'une charge peut être plus éloignée, mais également ne pas être raccordée vis-à-vis du fait que, en tenant compte dans le modèle euh, du critère du critère de la distance, que cette charge ne soit pas raccordée. Donc, c'est ces deux critères, en fait, que j'ai voulu voir si est-ce que vous prenez en compte dans le raccordement de ces charges vis-à-vis du poste. Donc, pour récapituler, dans un premier temps, par rapport à la distance, dans un second temps, par rapport, bien sûr, à la capacité à la capacité de poste, oui. Oui, alors, dans la première étape, donc l'enquête de terrain permet d'identifier plus ou moins les, les charges, les charges particulières qui sont sur le site. Donc, cette phase d'enquête de terrain devait permettre d'identifier ces charges lourdes dont vous parlez et d'en tenir compte dans le dimensionnement de la mini-centrale ou du mini-réseau. Alors, si cela a été fait comme ça, il n'est pas de raison, à mon avis, que ces charges-là ne puissent pas être recommandées et raccordées plutôt. Mais de façon générale, lorsque on est en train de faire, euh, on est en train de mentionner un mini-réseau en site isolé, on s'arrange pour que les charges soient plus proches possible de la mini-centrale pour réduire ce qu'on appelle les déperditions, les pertes en ligne au niveau donc, du réseau de distribution. Donc, on va tout faire pour que la mini-centrale ou le mini-réseau soit installé au centre, c'est-à-dire être le plus proche possible de l'ensemble des charges qui vont être raccordées. Voilà, donc c'est des mesures qui sont prises en amont de l'installation de la mini-centrale. Merci Alain. Je crois que Monsieur Thiam lève la main depuis un moment, donc comme vous aviez intercalé votre message, allez-y peut-être. Ouais. Pour l'instant, on ne vous entend pas, sinon ce sera par chat si jamais. Il faut ouvrir le micro. Peut-être il faut qu'il ouvre Ouais, il a son micro. essayé, il a écrit connexion à l'audio. Bon, écoutez, on prend une question en plus et puis si jamais, je vous redonnerai la Il y a parole Youssouf après. Ndiaye qui a levé la main aussi. Ouais, allez-y, Monsieur Ndiaye. Il essaie encore Thiam, mais je pense que c'est un problème de réseau. Ça ne marche pas pour l'instant. Monsieur Youssouf Ndiaye, si vous voulez essayer de... Bon, sinon, je continue les questions par écrit, il y en a pas mal. Bon, écoutez, je reviens vers vous tout à l'heure si jamais ça Allô, marche. vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, oui, c'est bon. Allez-y, monsieur Ndiaye. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette opportunité que vous offrez, que vous nous offrez pour bénéficier de ces importants échanges. Je remercie aussi les présentateurs. J'avais quelques questions ou peut-être des soucis par rapport à ces installations et dimensionnement, en fait. Je voulais savoir réellement, pour avoir un rendement maximal, comment est-ce qu'on doit, selon la théorie, bon, on peut toujours changer, comment est-ce qu'on pourrait avoir une inclination parfaite par rapport aux panneaux solaires? Ma question subsidiaire, c'est de demander quels sont les facteurs qui ont une influence sur les performances d'un panneau solaire, véritablement. Quand on connaît souvent les variations de température très fortes, surtout moi, je suis dans 2 ou 3 sites où j'ai une variation de température extrêmement élevée qui frôle souvent les 47 degrés. Comment peut se comporter l'installation par rapport à cette variation? Merci. Merci pour la question. D'abord, pour la première question relative à l'inclinaison optimale du champ solaire, je le disais dans ma présentation, la recommandation générale qui est faite, c'est de se rapprocher de la latitude du lieu. Donc, si vous êtes sur un site
dont la latitude est de 6 degrés. Donc, il faut être autour d'une inclinaison de 6 degrés pour que les panneaux solaires soient perpendiculaires au rayonnement la plupart du temps. Mais pour des questions donc d'auto-nettoyage, on va incliner un peu plus pour permettre à la poussière de pouvoir partir d'elle-même. Maintenant, vous avez en plus des logiciels euh, comme par exemple PBFIS qui vont vous permettre de simuler votre système avec plusieurs angles d'inclinaison de manière à voir quel angle d'inclinaison sur le site que vous avez renseigné les coordonnées GPS de votre site, quel angle d'inclinaison permet d'avoir le maximum de production au cours de l'année. Et donc, lorsque vous faites ces simulations-là, vous retenez à la fin l'optimum en termes d'angle d'inclinaison. Donc, voilà en gros les trois éléments qui sont utilisés. Donc, à l'absence de logiciel de simulation, vous allez vers la latitude en inclinant un peu plus pour l'auto-nettoyage. Et lorsque vous avez un logiciel de simulation, ben, vous faites des études de sensibilité, euh, voir comment donc, le productible solaire varie en fonction de différents angles et vous retenez l'angle qui offre le meilleur productible. Alors, pour les questions relatives aux facteurs qui influencent la production d'un système solaire, bon, généralement, les facteurs qui sont cités, hein, euh, vous avez la température, vous avez la poussière et naturellement l'irradiation. Ce sont les facteurs, les plus gros facteurs qui sont cités. Alors, si vous prenez la température, vous l'avez dit vous-même, ça affecte négativement. Plus la température va augmenter, vous allez avoir une baisse donc, de la puissance et donc de l'énergie produite par votre champ solaire. Alors, pour pouvoir gérer ça, il y a plusieurs technologies aujourd'hui de modules solaires qui sont fabriqués et qui permettent de réduire l'impact donc de la température sur les performances. La première chose déjà, c'est de regarder les coefficients de température des modules que vous choisissez. Donc, plus vous avez des coefficients de température faibles en valeur absolue, coefficient de température de la puissance, moins vous aurez de chute de puissance, de performance lorsque la température va s'élever. Vous avez aussi le choix des technologies qu'il faut faire avec soin. Moi, j'ai eu la chance d'étudier plusieurs technologies dans les différents climats de l'Afrique, et notamment la technologie micromorphe, la technologie HIT, la technologie cristalline. Et les études que nous avons menées tant en France qu'au Burkina, en climat sudano-sahélien, ont montré que la technologie micromorphe réagit plus favorablement à une augmentation de température. Et cette technologie, c'est une couche mince stable. Donc, vous allez avoir naturellement une superficie plus grande pour produire la même énergie. Ça, euh, c'est l'inconvénient un peu dans nos régions. Donc, pour résumer, la température impacte, ça c'est vrai. Pour réduire l'impact, les coefficients de température sont à regarder avec soin dans le choix des modules. Le NOx du module aussi est un élément à regarder, mais aussi le choix technologique. Si vous êtes dans une zone, par exemple, où l'espace, la superficie ne pose pas de problème, ben, allez vers les couches minces qui sont un peu plus favorables à une augmentation de température. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Monsieur Thiam, je ne vous vois plus, donc peut-être eu un problème de connexion. Je vais reprendre les questions par écrit. Alors, est-ce que les plateformes telles PVGIS, Metronome et Global Solar Atlas fournissent des applications mobiles? Ça, franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si le prof Québec a des informations dessus. Généralement, je l'utilise sur l'ordinateur. Je ne sais pas s'il y a des plateformes mobiles, des applications mobiles, tout ça. Ok, c'est pas grave. Donc, en absence des ressources, en absence de moyens financiers pour réaliser une collecte de données terrain auprès des ménages, est-il possible d'utiliser les données nationales? Quelles peuvent être les limites d'un tel recours? Alors,
Oui, on peut utiliser les données nationales. Euh, mais à mon avis, il faut quand même faire des entretiens, même si c'est en ligne, pour avoir une idée des infrastructures, des équipements particuliers qui sont installés. Euh, Parce que, bon, au niveau des données statistiques nationales, vous avez l'effectif de la population, peut-être il y a 2 ans ou il y a 3 ans, avec euh, le taux de croissance démographique, ça vous permet d'estimer la population au moment où vous êtes en train de faire l'étude. Mais est-ce qu'en temps, il y a eu un hôpital qui a été érigé sur le site? Est-ce qu'il y a eu un temps des marchés? Donc, ça, c'est des informations que vous pouvez avoir directement en appelant l'autorité locale la plus proche de la localité. Donc, vous combinez tout ça, ça vous permet euh, d'approcher quand même un peu la réalité. Merci Alain. Alors, pour moi, je ne suis pas sûre que la question d'après soit très claire. Alors, écoute, je te la pose, mais ça demandera peut-être un complément. Alors, donc, dans un premier temps, on demande une confirmation. J'ai cru entendre que le profil de charge nous permet de connaître le besoin énergétique de la localité. Est-ce bien cela? Et si oui, pour un client dont nous avons la facture sur laquelle figure la consommation, comment devons-nous nous y prendre? Donc, je suppose quand tu as la facture de consommation, comment définir le profil de charge? Alors, c'est une question très importante. Euh, le profil de charge fournit toutes les informations dont on a besoin sur le comportement euh, des équipements, voilà, des utilisateurs. Et parmi ces informations, il y a naturellement la consommation. Alors, je vous donne des exemples pour que vous compreniez en quoi la consommation seule ne suffit pas. C'est vrai, tous ceux qui utilisent la méthode classique de dimension enseignée jusqu'à aujourd'hui à tort, je le dis, je le répète, ils auront du mal à voir ce que je veux dire là. Mais imaginez que vous ayez deux besoins énergétiques identiques de 10 kWh. Vous utilisez dans le premier cas 10 kWh la nuit à partir de 21h, de 21h à 0h. Et dans le deuxième cas, vous utilisez 10 kWh entre 11h et 15h. Alors, attends 2 secondes. Monsieur Alors, Samba Diop, merci de fermer votre micro. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, les micros, monsieur Diop. C'est bon. Ahmed, il peut fermer parce que non, moi, on n'a pas alors, le. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais Moi, Alain, tu peux reprendre, je viens de désolé. fermer le micro. oui, Merci à je vous. disais en Merci, fait merci à que lui. le profil de charge, lorsque vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, y compris la consommation, parce que ce n'est que la surface qui est sous le profil de charge qui vous donne la consommation énergétique. Mais le profil de charge vous fournit encore beaucoup plus d'informations. Je prends deux cas où vous avez le même besoin de 10 kWh énergétiques. 10 kWh utilisés dans le premier cas entre 11 heures et 15 heures, donc en présence du rayonnement solaire. Et 10 kWh utilisés entre 21 heures et 0 heure, donc la nuit. Le dimensionnement du système solaire autonome qui va permettre de satisfaire ces deux besoins-là donnera des résultats différents. Parce que pour le premier cas, pour le deuxième cas d'utilisation nocturne, vous aurez de dimensionner le champ solaire qui va produire l'énergie dans la journée, stocke cette énergie qui va être restituée la nuit. Donc, il faut prendre en compte le rendement des batteries qui doit normalement surdimensionner le champ solaire. Alors que dans le premier cas, vous avez besoin euh, d'un stockage très faible, ce qu'on appelle un stockage de lissage, et non un stockage de production, un stockage de gestion dans le premier cas, qui va permettre de lisser juste la production et toute la quantité d'énergie produite le soleil sera un coût d'investissement très faible dans le premier cas, alors que le coût sera élevé au niveau du deuxième cas, bien que vous avez le même besoin énergétique. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir le profil de charge et d'évaluer la part d'huile de ce profil de charge-là pour voir
réussir les dimensionnements des systèmes. Merci. Merci Alain. Euh, alors après, c'est moi qui peux répondre. Donc, quelqu'un a demandé s'il y aurait un accès aux enregistrements. Oui, et il y a déjà un replay de la première séquence si vous l'avez raté. On vous transmettra tous les liens à la suite de ce webinaire. Alain, tu as parlé d'analyseur à un moment. Je crois que quelqu'un demande des précisions sur comment ça fonctionne et à quoi sert un analyseur. Ben, un analyseur réseau, c'est un équipement qui permet de connaître l'état d'un réseau. Donc, vous l'installez sur le réseau, ça va vous donner la variation des paramètres qui caractérisent le réseau, à savoir la puissance, à savoir la fréquence, à savoir les harmoniques. Donc, vous avez tous les paramètres électriques qui seront mesurés à des intervalles de temps que vous paramétrez. Ça peut être 1 minute, ça peut être 5 minutes. Et donc, de la collecte de ces données, vous avez naturellement aussi l'appel de puissance active, réactive et apparente. Et vous pouvez traiter ces données pour en déduire la consommation énergétique qui vous intéresse pour votre dimensionnement. Si vous êtes devant des systèmes qui posent des problèmes particuliers, eh bien, le traitement de ces données-là vous permet de connaître l'origine de ces problèmes et d'y remédier. Voilà, merci. Très bien. Après le suivi des consommations au départ du projet de Songhai, avez-vous eu à proposer une optimisation du profil de charge? Si oui, quelles sont les principales charges affectées et avez-vous un feedback sur l'observation de ce mode de gestion des charges? Oui, je pense qu'on va aller un peu plus en détail sur cette question au niveau de la prochaine présentation, la prochaine formation. Mais il faut dire qu'il y a eu un gros travail d'optimisation qui a été fait au niveau du profil de charge. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs périodes de collecte. Ça a été vraiment analysé pour voir la boulangerie. Est-ce qu'on ne peut pas faire fonctionner ça dans la journée plutôt que dans la nuit? Donc, on va revenir sur ces éléments-là au niveau du prochain webinaire. Très bien. Alors, dans la détermination du profil de charge pour les zones rurales, selon la fiche présentée, le besoin en eau, notamment lié au pompage solaire, n'est pas pris en compte. Est-ce pour des raisons de consommation énergivore que ce besoin n'était pas pris en compte dans l'évaluation du profil de charge? Non, non. En fait, j'ai rapidement passé la diapositive qui en parle, sinon c'est bien intégré dans la présentation. Vous devez absolument évaluer le besoin en eau de la localité. Et maintenant, ça peut être des échanges avec votre client, avec le maître d'ouvrage. Est-ce que ce besoin en eau est satisfait par un système centralisé ou vous allez vers des systèmes décentralisés de pompage au fil du soleil pour pouvoir satisfaire ce besoin? Vous êtes libre. Vous pouvez connecter des pompes euh, AC qui vont être alimentées par le mini-réseau que vous construisez. Donc, ça voudrait dire que vous intégrez le besoin énergétique de ces pompes-là au départ, donc du dimensionnement, ou vous pouvez prévoir pour satisfaire le besoin de la localité, eh bien, des installations euh, décentralisées, donc le pompage au fil du soleil sans stockage, pour, sans stockage électrochimique, mais le stockage potentiel avec de l'eau dans un réservoir pour satisfaire la localité. Donc, c'est extrêmement important d'en tenir compte. Parfait. Donc ensuite, c'est une question de Monsieur Stéphane Boris. Alors, je pense que la première partie est peut-être, vous êtes très spécifique, donc n'hésitez pas à nous contacter peut-être après le webinaire si vous voulez échanger avec Monsieur Tossa sur vos travaux directement. Et ensuite, la deuxième partie porte sur, est-ce que tu peux, Alain, repréciser la génération des différents profils de charge en fonction des infrastructures présentes dans un village? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans un contexte où il n'y a pas de recommandation particulière, eh bien, vous vous basez sur l'expérience que vous avez en matière de construction de systèmes, en matière donc d'utilisation de ces systèmes-là aussi. Lorsque vous avez une école, vous savez que une école primaire, elle ne va pas fonctionner tard dans la nuit. Elle va fonctionner, on va dire, entre 7 heures
et 19 heures. Même si le directeur veut travailler jusqu'à 20 heures avant de rentrer, ben, vous prévoyez ça, chaque classe avec une lampe en fonction donc de la superficie de la classe et du niveau d'éclairement requis et de l'efficacité lumineuse donc, que vous voulez utiliser. Vous allez évaluer le besoin en éclairage de chaque classe. Et donc, vous avez les périodes d'utilisation d'équipement que vous retenez. La lampe, par exemple, elle va fonctionner entre peut-être 7 heures et 10 heures, le temps qui est le soleil, et peut-être à partir de 17 heures à 19 heures. Et ensuite, vous allez avoir de la courbe, au niveau de la direction. Donc, vous évaluez tous ces équipements-là. Le directeur a peut-être besoin d'un ventilateur, il a besoin d'utiliser un ordinateur. Donc, vous prévoyez ça et vous regardez les périodes d'utilisation journalière. Et c'est ça qui vous donne le tableau que j'ai présenté tantôt. Vous avez les tranches horaires à gauche. Et pour chaque équipement, vous mettez la puissance qui est appelée pour chaque tranche horaire. Et donc, c'est la somme qui vous donne le profil de charge journalier pour l'infrastructure-là. Faites pareil pour toutes les infrastructures types que vous avez. Si, bien entendu, le contexte, le pays n'impose pas, parce que moi, j'ai participé à des études où le maître d'ouvrage, dès le départ, impose les prix de charge pour les différentes infrastructures. Bon, dans ce cas, vous, en tant qu'expert, vous pouvez faire des recommandations pour dire à ce niveau, vous vous ajoutez ceci, vous ajoutez cela en justifiant, bien entendu, de manière à avoir des profils de charge réalistes. Merci. Alors, pour l'optimisation de l'exploitation des charges de fonctionnement, notamment du carburant, est-il possible de partager la demande de pointe, entre les générateurs et les batteries, entre les groupes électrogènes et les batteries? Alors, idéalement, dans la mesure du possible, il vaut mieux dimensionner lorsque vous avez les ressources financières pour couvrir le besoin par le solaire. Maintenant, euh, lorsque vous n'avez pas suffisamment de ressources financières disponibles, vous pouvez réduire au niveau du pack batterie et compléter avec les groupes électrogènes. Là, nous avons des cas comme ça, notamment d'un hôpital dont j'étais le nom. Donc, on a dimensionné le système avec un pack de batteries. Et on sait que les batteries ne seront sollicitées qu'en dernier recours pour pouvoir réduire l'impact sur la durée de vie des batteries. Donc, on fait d'abord réseau, ensuite on va au groupe, plutôt, ensuite on va au réseau si le réseau est disponible, ensuite on va au groupe électrogène avant de recourir aux batteries. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et pour diminuer aussi l'appel de puissance au niveau du groupe électrogène, vous pouvez associer les batteries, mais il faudrait à mon niveau de dimensionnement prendre ça en compte. Très bien. Voilà. Alors, on va arriver vers la fin des questions qui étaient quand même nombreuses. Alors, prendre en compte exclusivement les équipements moins énergivores dans la détermination des profils de charge n'apporte-t-il pas un peu de biais dans un milieu où les populations exploitent presque à 100% des équipements gourmands en énergie à cause de leur faible coût d'achat? Cela ne pose-t-il pas un problème de durabilité des équipements photovoltaïques solaires qui renforce la réticence de ces dernières à accepter le solaire dans certaines communautés? Oui, je pense que la question elle est très pertinente. Il y a, lorsque vous voulez apporter de l'énergie renouvelable dans une communauté, il y a une grande phase de sensibilisation de la communauté aux règles d'efficacité énergétique. Et donc, cette ben, vous avez des équipements énergivores qui ne coûtent pas grand-chose, c'est vrai, mais dans le moyen et le long terme, c'est des équipements qui vont vous faire consommer énormément. Et déjà même, si on les prend en compte dans l'installation, donc dans le dimensionnement du système, c'est des équipements qui vont amener à installer des systèmes très lourds. Donc la phase de sensibilisation est très importante. Et je pense que si cette phase-là est bien faite, les gens comprennent. Les gens comprennent qu'il vaut mieux
mettre un peu plus pour avoir des équipements efficaces énergétiquement, et réduire leur consommation énergétique et aussi réduire la contrainte sur le système qui va être installé. Voilà. Merci Vous avez, beaucoup. peut-être pour finir, un peu comme mesures qui sont prises euh, au niveau des ménages, on fixe des calibres pour les compteurs. Donc, on sait que ben, pour le niveau 1, c'est tel calibre. Lorsque la personne met un équipement qui passe le calibre, eh bien, donc, ça saute tout simplement. Donc, il y a ces mesures qui sont prises aussi pour contraindre vers l'efficacité énergétique. Il faut bien expliquer. Merci. Alors, donc, Oui. oui, Allô? oui. C'est M. Nayaou, c'est moi qui ai posé cette question-là. Je remercie le docteur Alain pour la clarté de son exposé. Je reviens encore un peu sur la question parce que j'ai compris le souci qui l'a amené à parler des équipements moins énergivores, c'est la réduction du coût d'investissement. Je suis d'accord. Bon, maintenant, aujourd'hui, quand vous proposez la solution de mettre des calibres pour faire sauter le compteur à côté des gens qui ont l'énergie de la SBE et qui disent tout ce qu'ils veulent, c'est un problème psychologique et sociologique. Est-ce que cela ne pose pas vraiment un problème? Est-ce qu'il ne faut pas réellement laisser le côté de coût d'investissement et offrir le service qu'il faut à la population, le temps de les amener à comprendre à aller vers les équipements moins gourmands? Parce que sur le marché béninois aujourd'hui, je prends le cas du Bénin, tu sais bien que le marché est infecté par des équipements moins chers, c'est-à-dire qui consomment de l'énergie électrique. Donc, demander à un Béninois d'aller acheter un équipement moins gourmand, c'est-à-dire à un prix de 3 fois au prix les gens, la population sont habitués à aller acheter des équipements. Donc, le fait de limiter dans la consommation les amène aujourd'hui à rejeter systématiquement les énergies solaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vers les politiques au Bénin, ils vont vous dire les peines qu'ils subissent quand on leur parle avec les populations. Et la population veut forcément la SBE au détriment de l'énergie solaire, alors que l'énergie solaire est plus rentable dans son exploitation. Et c'est difficile aujourd'hui à expliquer à la population d'aller vers l'énergie solaire à cause de ces limites-là. Moi, j'ai juste voulu apporter cette contribution. Il faut qu'on trouve des moyens quand même pour pouvoir quand même limiter l'arrivée de ces équipements moins chers sur le marché béninois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Nayongu, pour votre intervention que je comprends parfaitement. Lorsque nous voulons installer un mini-réseau d'une localité, d'une communauté, j'ai dit qu'il y a la phase de sensibilisation sur l'efficacité énergétique. Mais cela n'empêche pas de définir des niveaux de consommation. Nous avons le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et nous avons aussi les gros consommateurs pour les PME et les PMI. Donc, quelqu'un qui se sent capable de décider d'avoir une installation, en tout cas, niveau PME, PMI chez lui au niveau de son ménage, et il fera les frais donc, de consommation énergétique. Parce que l'installation qui va être mise là, ben, ça ne va pas manquer de pouvoir satisfaire un gros consommateur au niveau d'un ménage. Donc, on a la possibilité de satisfaire un ménage qui veut utiliser des équipements énergivores, malgré la sensibilisation qui est faite. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut réduire, on va dire, est-ce que c'est le mot marginalisation que je veux utiliser, qui fait qu'on pense que le solaire, c'est seulement pour les petits équipements. Je suis totalement d'accord. Mais ça, c'est qu'il y a un coût derrière l'installation solaire qu'on n'a pas forcément au niveau du conventionnel. Parce qu'au niveau du solaire, vous apportez et la puissance et l'énergie en même temps. Alors qu'au niveau du conventionnel, vous avez la puissance et c'est au fil du temps que ben, on vous facture l'énergie. Donc, c'est une question pertinente qui mérite réflexion, mais c'est parfois limité au niveau des ressources financières, la ressource financière disponible.
Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de garder vos micros fermés jusqu'à la fin, s'il vous plaît. On va juste prendre, il est 17h, on va prendre juste la dernière question qui a été posée avant 17h. Si vous avez d'autres questions, on pourra transmettre des contacts aussi si vous voulez continuer les échanges. Et merci à tous pour votre participation active. Donc, la dernière question, sur quelle base avez-vous, enfin, quelle technologie avez-vous opté pour l'installation des onduleurs? Alors, attends, sur quelle base vous êtes-vous basé pour la technologie de votre installation sur tous les onduleurs? Sur quelle base vous avez opté pour la technologie dans votre installation sur tous les onduleurs? Je suppose, Alors, est-ce qu'il y a eu si j'ai bien des compris, marques la particulières? question c'est quel type d'onduleur utiliser, si je reformule la question simplement. Oui. Eh bien, le type d'onduleur, ben, ça dépend du système, de la configuration que l'on veut pour le système. Si vous êtes un site isolé, ben, vous pouvez choisir une configuration AC, par exemple. En ce moment, vous avez généralement deux types d'onduleurs que vous utilisez, l'onduleur réseau et l'onduleur chargeur. Si vous choisissez la configuration AC en site isolé. Et si vous êtes avec une configuration de type DC, ben, en ce moment, vous n'avez pas besoin d'un onduleur réseau, vous avez besoin d'un régulateur et vous avez besoin un onduleur simple ou un onduleur chargeur si un groupe électrogène sur le site. Donc, ça dépend de la configuration que vous avez retenue. Et la configuration que vous retenez dépend aussi de l'analyse du profil de charge. Parce que plus vous avez une part d'une qui est élevée, il vaut mieux aller vers les configurations, on va dire, AC. Et si la page, je veux dire, la part nocturne est plus élevée, aller vers les configurations DC. Donc, c'est un peu ça. Le choix dépend du système qui est retenu. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Fadel, peut-être si tu veux conclure la session et rappeler du coup la prochaine séquence. Merci beaucoup, Alain, pour Merci. tous ces éléments. Merci beaucoup, Laura, pour effectivement d'avoir ramené effectivement l'ensemble de ces questions que nous avons sur le chat, ce qui montre effectivement l'intérêt de ce sujet sur le dimensionnement des mini-grids. Merci aussi encore à Alain pour cette présentation, mais aussi pour l'ensemble des réponses qui sont apportées. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aurait pu discuter pendant plus de 2 heures ou 3 heures. Et comme tu l'as si bien dit, Laura, disons, les contacts seront mis en place, établis, et donc, comme ça, la discussion peut continuer au-delà. Peut-être je voulais juste terminer par une dernière chose en disant effectivement sur la dernière question qui a été posée. C'est pour dire que nous avons effectivement un deuxième webinaire si on reste sur la thématique de dimensionnement des systèmes mini-grids ou sur lesquels effectivement on va revenir sur les différents types de couplage, comme l'a dit Alain, couplage DC, couplage AC et qui est piloté un peu par le profil de charge et pour voir comment nous pouvons effectivement choisir de manière optimale donc ce couplage et puis pour montrer un peu du point de vue dimensionnement ce que ça fait. Donc merci en tout cas beaucoup à tout le monde. Merci aussi aux membres du projet, à Laura, Ahmed, Fifantin, Babacar, tout le monde. Je pense que vous avez été présents aussi depuis le début des webinaires. Donc, on va continuer ensemble. Il nous reste en tout cas le prochain webinaire qui viendra. Suivez en tout cas Laura, il fera la publicité, il donnera l'ensemble des éléments et comme ça, le webinaire qui vient, on va pouvoir compléter et finaliser justement cette partie dimensionnement. Et après, on en aura d'autres maintenant sur l'installation et sur la maintenance. Voilà tout ce que moi je voulais dire. En tout cas, vous dire qu'on est très content donc, de partager avec vous l'ensemble de ces éléments. C'est le but de ce projet. Et donc, nous devons continuer à travailler ensemble pour vraiment réussir les transitions en Afrique. Merci à tous. Et voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci à vous. On partagera effectivement le truc en ligne bientôt. Dès que ce sera fini, Laura fera le nécessaire. Ok, merci. Ok. C'est ça.